Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous faire la présentation et vous donner mes premières impressions sur la Savage 110 Elite Précision qui est arrivée à la maison la semaine dernière. La voici. Alors du coup, cette carabine, je n'ai pas encore eu l'occasion de tirer avec, donc vous n'aurez pas mes premiers ressentis au tir, mais simplement les premiers ressentis d'un point de vue construction, d'un point de vue finition et d'un point de vue ajustabilité de la crosse entre autres et d'autres petits éléments. De toute façon il y aura bien d'autres vidéos qui vous montreront mes premiers résultats en cible et comment je customise la carabine, puisque je vais lui rajouter un certain nombre d'accessoires, puisque je pense qu'elle a besoin d'un certain nombre d'accessoires pour performer. Out of the box, ça fera tout à fait l'affaire pour bon nombre d'entre vous. Pour moi, ça ne me suffit pas, donc on va la customiser. Alors du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, on parle des specs en général, avec du coup grosso modo tout ce qui est proposé sur la gamme 110 Elite Précision. Et ensuite, on va rentrer en particulier sur ce modèle et regarder l'ajustabilité de la crosse, les niveaux de finition et tout un tas d'éléments qui, je pense, pourraient vous intéresser. Allez, c'est parti! Alors du coup, ces Savage 110 Elite Précision, elles sont nées tout simplement d'un partenariat entre Savage et MDT. Donc à savoir que sur la carabine, il y a un châssis MDT, donc le châssis ACC Compétition, qui est désormais vraiment beaucoup utilisé dans le monde du PRS aux États-Unis, et Savage du coup avec un boîtier de la gamme 110, donc un boîtier long pour les calibres Magnum, et un canon Savage pour toutes les armes qu'ils ont. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas un canon Bartlein, Krieger ou autre chose, à moins que j'ai loupé un élément. Donc du coup, ces carabines sont proposées en 6.5 Creedmoor, 308, 308 Mag et 338 l'appui à Magnum. Alors pourquoi j'ai choisi le 338 l'appui à Magnum? Tout simplement parce que 6.5 Creedmoor, j'ai déjà un 6.5 47, j'ai pas besoin d'un 6.5 Creedmoor. 308, j'ai déjà la Victrix en 308, je vais pas m'amuser à acheter une 308 alors que j'en ai déjà une. 308 Mag, j'ai un 300 WSM, ça va faire carrément doublon. Par contre, 338, j'ai rien d'aussi gros et c'est l'occasion pour moi de rentrer dans le monde des gros calibres sans non plus me ruiner. Pourquoi sans me ruiner? Parce que c'est une carabine qui est grosso modo proposée à l'heure actuelle aux alentours de 3000 €. 3000 €, alors je sais pas quand est-ce que vous avez regardé la vidéo, s'il y a une promo, machin, bref, c'est à peu près au prix auquel on le trouve actuellement. Alors cette carabine, elle est fournie avec un frein de bouche pour les petits calibres, ce que j'appelle petit calibre, c'est 308 et 6.5 Creedmoor, mais par contre il n'y a pas de frein de bouche pour les calibres Magnum. Alors allez comprendre la logique, là j'ai un petit peu de mal à comprendre malgré tout. Les calibres qui bougent pas, on leur met un frein de bouche pour diminuer le recul, mais les calibres qui secouent, on leur met pas de frein de bouche. Bon, après tout, c'est pas grave, dans tous les cas, j'aurais pas gardé le frein de bouche d'origine, je serais passé tout de suite sur un frein de bouche Terminator comme j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est pas grave, mais c'est intéressant de le noter parce que vous allez voir, certains sites marchands actuellement proposent les 338 avec les freins de bouche, mais c'est une erreur de leur part, tout simplement parce que Savage lui-même le dit, il n'y a pas de frein de bouche pour les calibres Magnum. Donc ils ont fait un copier-coller, ils se sont foirés, donc soyez pas étonnés si jamais vous en commandez une et que vous n'avez pas le frein de bouche, c'est simplement le marchand qui s'est planté. Alors du coup, cette carabine en 338 l'appui à Magnum, elle est proposée avec un pas de 9 pouces et un canon de 30 pouces. Alors le pas de 9 pouces c'est très intéressant, tout simplement parce que ça va nous pouvoir nous permettre de tirer très lourd et tirer du monolithique sans trop de restrictions. C'est-à-dire que la plupart des 338 l'appui à Magnum ont désormais des pas de 10. Pas de 10 permet de tirer du 300 grains sans problème. Par contre, quand on tire du monolithique, on va plafonner à 270 grains, guère plus. Là, le fait d'avoir un pas de 9, on va pouvoir très facilement s'approcher des 300 grains en monolithique. Et là, on commence à avoir des projectiles qui ont des coefficients balistiques d'extraterrestres. Vraiment, ça commence à devenir extrêmement performant. Et donc, du coup, c'est super intéressant que j'ai fait ce choix du pas de 9. En plus de ça, je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant, la législation commence à tranquillement se tourner vers du sans-plomb. Qui dit sans-plomb dit forcément des projectiles en cuivre. Le cuivre étant moins dense, on aura des projectiles plus longs pour un même poids. Et donc forcément, les pas de rayures conventionnels ne seront plus vraiment capables, optimales pour stabiliser les mêmes poids de projectiles en monolithique. Donc il va sûrement y avoir un changement sur les armes qui vont sortir à l'avenir avec de plus en plus de pas plus courts, tout simplement parce que ce passage au sans-plomb va entraîner une diminution du twist, donc du pas de rayure, afin de pouvoir mieux stabiliser les projectiles sans plomb. Ça, c'était une petite aparté. Alors du coup, maintenant, ce que je vous propose, on fait un petit tour sur la crosse et les différents éléments de cette arme. Alors du coup, ce que je vous propose, on va s'intéresser en premier lieu au châssis, tout simplement, parce que je pense que c'est le châssis, la pièce maîtresse quand même de ce système. Donc le châssis, comme j'ai déjà dit, MDT ACC Compétition, brandé Savage spécialement pour l'occasion. Il est réglable absolument dans tous les sens, hein. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir venir modifier
la hauteur du talon de crosse. J'ai du mal à trouver mes mots en français maintenant. Donc une fois qu'on l'a mis à la bonne position, on vient simplement le bloquer ici. C'est pas mal, ils ont mis des systèmes de réglage sans outils, donc ce qui permet très facilement de pouvoir le régler sur un pas de tir. C'est plutôt intéressant. Je vais vous donner du coup un exemple pourquoi c'est intéressant de le régler sans outils. En position allongée, je vais toujours avoir ce talon qui va plutôt être vers le haut. Quand je vais tirer sur trépied, là je vais préférer avoir plutôt le talon vers le bas, tout simplement parce qu'en tirant debout, c'est cette partie-là qui va venir le plus appuyer sur mon épaule. Donc du coup, le fait de pouvoir le régler comme ça super facilement à la main, c'est vraiment bien foutu. Alors ensuite, on a ici la longueur de la crosse qui peut être ajustable. Même principe, hein. Donc là, cette fois-ci, on a deux guides, un système de vis au centre. On vient visser ou dévisser pour ajuster la longueur. Et une fois qu'on a la bonne position, on vient tout simplement bloquer. Alors ce que je vous propose, c'est de quand même, si jamais vous êtes seul à tirer sur cette arme, ce qui est généralement le cas pour tous les possesseurs d'armes, de venir en fait usiner ou imprimer en impression 3D des cales de la bonne épaisseur. Tout simplement pour dire que même s'il y avait un recul assez important, ces dimensions ici là soient bloquées mécaniquement et que ce ne soit pas simplement que les vis pression qui viennent bloquer le système. Parce que je pense malgré tout qu'au fur et à mesure du temps et des centaines de coups, il y a possibilité que ça bouge. Alors même si ça venait à bouger, c'est pas très grave puisque vous remarquerez qu'en fait sur les guides, il y a des graduations qui vous permettent du coup de vous rendre compte à quelle graduation vous avez vos réglages favoris. Comme ça, si jamais vous devez pour X ou Y raison les modifier, vous êtes capable très rapidement de pouvoir les remettre sans perdre trop de temps. C'est surtout très intéressant ici sur l'appui-joue, tout simplement parce que vous vous rendrez compte qu'on n'est pas capable de sortir la culasse avec l'appui-joue. L'appui-joue vient en opposition et vient nous empêcher de sortir la culasse. Donc du coup, si on veut sortir la culasse, eh ben, il va falloir descendre l'appui-joue au maximum. Et une fois qu'on a descendu l'appui-joue au maximum, on est là capable de sortir la culasse. Alors ça c'est quand même un peu chiant je trouve parce que je suis quelqu'un d'assez méticuleux sur le transport de mes armes, je transporte toujours mes armes démontées avec la culasse dans un autre sac, tout simplement parce que si jamais je me fais braquer, le mec va pas vérifier que les armes elles ont les culasses sur place. Alors s'il part avec les armes et que les culasses sont dans un sac, je suis entre guillemets pas trop embêté, enfin si on m'a piqué mes armes, mais en tout cas il pourra pas s'en servir. Là c'est un peu chiant, du coup ça va me faire faire un certain nombre de manipulations à chaque fois à la fin de la séance de tir, ce qui peut tout simplement être un peu agaçant. Alors du coup, ce que je compte faire tout bêtement, on va le remonter, ce que je compte faire tout bêtement, ça va être, vu que cette crosse est ambidex, ils ont fait une partie qui est totalement symétrique ici sur l'appui-joue. Je risque de donner un petit coup de Dremel ici pour couper cette partie-là, tout simplement parce que étant droitier, je n'ai pas besoin de cette partie-là pour ma joue, et en coupant cette partie-là, théoriquement, je devrais être capable de pouvoir le sortir. Donc bon, il y a de grandes chances que cette pièce plastique rencontre mon Dremel dans peu de temps. Alors ensuite, ici sur le grip, vous remarquerez que c'est un grip vertical, c'est la grande mode en ce moment aux États-Unis. Beaucoup disent que ça permet d'avoir une tenue de l'arme sans en fait venir entre guillemets tendre vos différents tendons. On a une position qui est quand même plus relaxe derrière la carabine, on a la main qui est complètement détendue, on n'a pas la main qui est bridée, qui est cassée par l'angle généralement qu'on a sur les grips. Donc là ça permet d'avoir la main au repos. Ensuite ces trois vis permettent d'avancer ou de reculer ici la poignée afin du coup d'avoir la position la plus détendue pour venir appuyer sur la queue de détente. Alors le boîtier, c'est un boîtier 110 conventionnel, hein, il n'a pas grand chose de différent. Ils ont fait un traitement surface sur la culasse, sur le verrou de culasse, tout simplement pour normalement améliorer la fluidité de l'action. Alors effectivement, c'est plutôt fluide, c'est une carabine qui n'a tiré qu'au banc d'épreuve, je n'ai pas encore tiré une seule balle avec, et je dois avouer que c'est plutôt fluide, il n'y a pas grand chose à revoir là-dessus. Je pense que le revêtement fait son taf, alors on verra si avec le temps il va pas avoir tendance à se barrer à cause des frottements, on verra bien, dans tous les cas, c'est en tout cas esthétiquement très beau et ça a l'air de bien fonctionner. Alors ensuite au niveau du chargeur, on a ici des chargeurs au standard AICS, c'est super intéressant si jamais vous voulez avoir d'autres chargeurs pour cette carabine, c'est un standard AICS. On a en plus du coup en dessous la référence de ces Savage avec la longueur du chargeur à choisir parce que les chargeurs AICS pour 338 l'appui à Magnum sont proposés en différentes longueurs. Là en l'occurrence c'est un 3,85 pouces, donc c'est la référence les plus longues des chargeurs AICS qui est super intéressant.
Hop. Bon voilà, je ne l'ai pas montré, hein, mais donc du coup le système pour déverrouiller le chargeur est situé là ici. Il est symétrique, on peut aussi bien accéder à gauche qu'à droite, ce qui est plutôt sympathique. La culasse est équipée d'un rail Picatinny 20 MOA, ce qui va vous permettre d'utiliser plus facilement les plages complètes d'amplitude de vos lunettes. Là pour l'instant je l'ai couplé à un montage pur 20 MOA, ce qui me fait 40 MOA de pontage sur une Athlon qui possède au total de mémoire 110 MOA ou 120 MOA, ce qui fait que normalement je devrais être capable d'utiliser une centaine de MOA sur cette lunette, ce qui devrait normalement me faire atteindre les 2000 mètres sans trop de problèmes. Alors à l'avant, comme je vous avais montré dans l'ancienne vidéo sur les Savage, on a le fameux système de contre-écrou qui permet de venir verrouiller le canon et gérer la feuillure. Donc ça c'est un truc qui permet tout de suite de remarquer que c'est une Savage. Le canon de 30 pouces en pas de neuf. Et ce qui est vraiment intéressant, je vais vous le montrer là en dessous, c'est ici ce système sous le fût. Donc sous le fût il n'y a pas de rail Picatinny, donc ça c'est un truc où il va falloir faire très attention, c'est-à-dire qu'il va vous falloir forcément un convertisseur, un adaptateur entre un rail Arca et un rail Picatinny si vous souhaitez monter un bipied type Atlas ou d'autres, tout simplement parce que il y a quand même très peu de bipieds à l'heure actuelle sur le marché qui sont directement en fixation Arca, et généralement ils coûtent la peau du cul. Là les seuls que j'ai vus, d'ailleurs il y a quasiment Coptis qui en a en ce moment en stock en France, et c'est 500 € le bipied, donc ça fait quand même un sacré budget pour un bipied. Donc c'est un élément qu'il va falloir garder en tête, et je pense que ça va freiner un certain nombre de personnes parce que c'est quand même vraiment très orienté élite, quoi, comme son nom l'indique. Alors du coup, ensuite on reste sous le fût, on remarquera aussi ici ce qu'on appelle un barricade stop, donc c'est un système qui va vous permettre, en fait, si vous tirez sur un support non conventionnel, on va dire admettons un rebord de fenêtre, un bidon ou quoi que ce soit, dans le PRS ils aiment bien faire des positions à la con, vous venez simplement en fait la glisser ici, et vous, en maintenant une pression ici à l'arrière sur le talon de crosse, vous êtes capable du coup de venir verrouiller la carabine dans son support, tout simplement parce qu'ici on a un certain nombre d'ergots qui vont venir carrément agripper le support. Alors ça c'est super efficace et super intéressant pour des armes orientées PRS, hein, donc à savoir plutôt le calibre en 6.5 Creedmoor ou 308. Pour du 338, je vais pas trop m'amuser à faire du PRS avec une bécane comme ça. Pour envoyer des 300 grains à 900 mètres par seconde, ça va pas être trop marrant de tirer ça dans des positions à la con. Donc c'est intéressant pour les petits calibres, pour les gros calibres, c'est pas forcément un point clé. Alors ensuite on remarquera ici deux taraudages. Ces taraudages sont en fait là pour si jamais vous voulez venir mettre un support de munitions sur le côté avec une ou deux munitions en rab. Comme ça si votre chargeur est terminé, vous avez simplement à venir prendre votre munition, la mettre dans la chambre, verrouiller, vous êtes prêt à retirer une munition supplémentaire. On a strictement la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté on a encore une fois ces taraudages qui vont cette fois-ci plutôt servir à venir mettre une range card, donc les cartes qui vous permettent d'avoir vos chutes et vos dérives afin d'éviter d'avoir votre calculateur balistique avec vous, au moins vous avez tout de suite les corrections sur la carabine. Et le canon est fileté, c'est un filetage en 5/8, c'est du standard, ça va permettre de monter à peu près n'importe quel réducteur de son ou frein de bouche. Donc voilà, à titre personnel, je trouve que le niveau de finition est vraiment très bon. Franchement, là, Savage marque un gros coup, vraiment un très gros coup, parce qu'une 338 l'appui à Magnum à ce niveau de qualité à 3000 €, je crois que c'est du jamais vu. C'est bien au-dessus des Ruger RPR. J'ai envie de dire que les seuls concurrents qui pourraient arriver face à cette carabine, ce serait le début des TRG. Simplement les TRG elles sont proposées à vachement plus de 4000 € déjà, et là on a un modèle qui est à 3000 €. Donc je pense très honnêtement que Savage va vraiment bouleverser le monde du 338 l'appui Magnum en France, et que ça va peut-être permettre d'un petit peu démocratiser le 338 l'appui Magnum qui coûte relativement trop cher à l'usage et surtout à l'investissement, parce que quand on met 4500 € dans la carabine, c'est qu'on en a vraiment besoin à l'usage. Là, il y a peut-être des personnes qui vont se faire plaisir parce qu'ils vont se dire bon, 3000 €, ok, c'est cher forcément, mais ça reste quand même plus abordable que 4500. Voilà mon premier feedback. C'était vraiment pour vous poser le sujet. Je ferai d'autres vidéos une fois qu'elle sera équipée, une fois que j'aurai
commencer les développements de charge. En attendant, j'ai des vidéos à faire sur la Victrix en 308, puisque là le développement de charge commence à fonctionner pas trop mal, et sur la vanne de Lorif à longue distance, je ne vous ai pas oublié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne pour d'achat de matériel, que ce soit de l'éclairage, micro sans fil ou autre chose, il y a aussi le Tipeee pour venir me filer un petit coup de main financier. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt, enfin je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!